Bonjour, je m'appelle Yann Quentin. Et dans le cadre de ma thèse sur l'histoire des sourds, je m'intéresse à la période du début du XXe siècle. Parmi les anciens, il y a des sourds qui me racontent qu'il existait à l'époque un grand foyer sur un grand terrain, que l'État aurait confisqué, qui aurait été vendu. On ne sait pas exactement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce terrain a été acheté en 1924, tout près d'ici, mais la suite, elle est encore incertaine. Et je vais donc mener mon enquête. Allons-y. Ici, nous conservons tous les documents, dont le premier procès-verbal de l'association. C'est le premier, là ? C'est le premier, oui. 1894, c'est très ancien. Ça se passait à l'extérieur, dans un bar. Oui. À l'époque, cette maison n'existait pas encore. Elle a été construite après. Alors ici, je suis devant des archives qui ont plus de 100 ans. Je suis au foyer des sourds de Reims, le plus ancien foyer de sourds de France encore en activité. Un an auparavant, en 1893, il y avait eu la création de celui de Rouen, mais il n'existe plus à présent. Le foyer de Reims a perduré au fil des générations grâce à Mercier. Et aujourd'hui, le président, c'est Dominique Soucard. Vous me présentez l'endroit ? Alors ici, nous ne sommes pas la première association créée en France, mais la deuxième. En revanche, c'est la première maison propriété des sourds de France. Mercier a utilisé ce tampon. C'est incroyable, c'est historique. Et ça, c'est quoi ? C'est important des endroits comme ici. C'est là qu'on conserve les archives. Et c'est un véritable lieu de transmission de la culture sourde. C'est ce qui a motivé l'achat du terrain. Il fallait devenir propriétaire. Et ça a servi de modèle au projet parisien. Celui-ci était très ambitieux et ce devait être un très beau foyer, quelque chose de monumental. Mais des problèmes financiers lui ont été fatals. Ici à Reims, ça s'est poursuivi grâce à la famille Mercier, riche propriétaire de Champagne. À Paris, il n'y a pas eu de mécène, et c'est là toute la différence. Du coup, une partie des archives du foyer parisien a été transférée ici. Et elle y est conservée encore aujourd'hui. Moi, je pense que quand on voit la richesse des documents que nous possédons, c'est vraiment important de les mettre à la disposition du plus grand nombre. Donc ici, à l'association, on essaye de s'ouvrir. Ces archives sont trop longtemps restées dans l'ombre et il faut qu'elles puissent être consultées. Et quand je vois tout ce qu'on a, toute cette richesse, tout ce patrimoine, ces écrits sur la vie de l'époque, je pense qu'il faut absolument les diffuser et que les gens sachent. C'est important. Ça, c'est un buste de Mercier. Là, on voit toute la famille Mercier. Et ici, c'est la photo du père, le fondateur des Champagnes Mercier. Ce foyer de Reims est vraiment beau, incroyable. J'imagine ce qu'aurait donné le foyer de Paris s'il avait pu se développer et perdurer. Ça aurait tout changé. Franchement, c'est bouleversant. Je me trouve à l'Institut national des jeunes sourds et je vais à la bibliothèque, juste là derrière. Je vais y consulter des pièces d'archives, des journaux et d'autres documents anciens pour poursuivre mon enquête sur le foyer des sourds de Paris.
Il y a peut-être là une mine d'informations qui pourront enrichir mes connaissances. Vous me suivez? On le voit, dans la bibliothèque de l'Institut Saint-Jacques, le fonds documentaire qui concerne l'histoire des sourds est très fourni, très riche. Mais le problème, c'est que c'est de l'écrit, du texte, souvent inaccessible aux sourds. Alors comment transmettre ce patrimoine historique, dont la valeur est inestimable pour notre communauté, à des sourds qui ne maîtrisent pas tous le français? S'il y avait un foyer des sourds, cette bibliothèque serait comme ici, consultable par tous, mais face à des difficultés de lecture, il y aurait toujours quelqu'un pour expliquer, prendre le relais des documents, et ainsi transmettre l'information, qui serait donc plus largement diffusée. Dans ces journaux, on trouve beaucoup d'informations sur le foyer des sourds de Paris. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'en 1896, Eugène Graff a fondé une association dont le but est la gestion de la construction du foyer. Jusque-là, les sourds se rassemblaient dans des bars. Eugène Graff a eu l'idée d'organiser une collecte pour l'achat d'un terrain en 1924. Puis, une deuxième collecte afin de financer les travaux. Et le premier coup de pioche a été donné en 1932, comme on le voit sur ces documents. Les travaux se sont poursuivis, mais en 1935, avant qu'ils ne soient terminés, Eugène Graff meurt d'une crise cardiaque. Il avait consacré 40 ans de sa vie à ce foyer des sourds de Paris, au détriment de sa famille. Il y a investi sa fortune, s'est dévoué pour cette cause, et il était parvenu à rassembler les sourds autour de ce projet. Il s'est sacrifié. On peut vraiment lui rendre hommage pour cela. D'ailleurs, beaucoup étaient présents à ses funérailles. Paris, Monsieur Eugène Graff, qui fonda il y a 50 ans le foyer des sourds-muets, vient de mourir. Le texte que vous entendez est la traduction du discours fait par signe aux nombreux sourds-muets présents. Tous les sourds-muets, sans distinction, s'accordaient à reconnaître comme étant leur chef incontesté, est mort dans sa 63e année, après avoir supporté courageusement durant plus de 2 ans des souffrances terribles. Il n'y a pas une association de sourds-muets, et il y en a plus de 12 dans le département, qui n'ait reçu dans ses débuts et dans son essor la puissante empreinte de cet animateur populaire. Vers 1934-1935, une pièce en entresol est complètement terminée. D'une surface de 1000 m², elle permet d'accueillir un grand nombre de personnes et d'organiser des conférences autour de la langue des signes, des projections de films ou des loteries afin de collecter des fonds pour continuer la construction. On y organise aussi tout un tas d'activités sportives et cela devient un lieu de culture pour les sourds. Toutes ces photos en sont la preuve. J'ai rassemblé de nombreuses informations sur le foyer des sourds et je repars plus riche de connaissances à son sujet. Il faut maintenant le localiser. Je poursuis l'enquête. Vous me suivez ?
Je suis au milieu des rayonnages des cartes anciennes de l'IGN, l'Institut géographique national. Ici, je vais pouvoir trouver le lieu de notre quête. En comparant plusieurs plans de Paris, on peut voir l'évolution de la ville sur les 70 dernières années. Et à partir de l'adresse que j'ai trouvée sur les documents anciens, j'ai pu localiser le foyer des Sourds de Paris. Il s'agit d'un triangle d'une surface au sol de 1000 m², sur lequel devaient être édifiés 6 niveaux, dont un sous-sol, soit 6000 m². Un projet titanesque baptisé à l'époque du nom de Cité silencieuse. Et donc, dans cette cité silencieuse, on prévoyait une salle de sport, un dortoir pour les sourds indigents, toute une partie administrative, des associations, des salles de réunion et de conférences, une bibliothèque, un bar, un accueil hospitalier, avec dentiste, ophtalmologue, énormément de choses. J'ai retrouvé son emplacement exact. Je sais où c'est. Vous voulez que je vous montre ? Vous voulez ? Allez, on y va ensemble. Et bien voilà, nous y sommes. C'est ici, sur ce terrain, que se trouvait le foyer des Sourds. Mes recherches dans les archives m'ont conduit à cette adresse. La rue Ferbert. Il reste peut-être des traces de la construction de ce foyer. Allons-nous en découvrir ? On va voir. À partir du mur du fond, tout ce périmètre-là, jusqu'au mur là-bas. Voilà. Vous voyez cette fissure-là ? Cette démarcation ? Eh bien, c'était l'emplacement de la porte par où entraient les gens autrefois, devant laquelle ils bavardaient. Et au-dessus, il y avait l'inscription « Foyer des sourds-muets ». Je vais vous montrer les limites de la construction. Ici, on est chez les sourds, là, chez les entendants. C'est plus chez nous. Et ça aurait dû aller jusqu'en haut. Au départ, le projet était gigantesque, mais il s'est finalement réduit à presque rien. En fait, il n'y a eu que la cave qui a servi de lieu de rassemblement et de fête. Sur les photos d'époque, on voit les grandes fenêtres de cette cave. On sait qu'à l'époque, on utilisait pour ce genre de construction des briques de couleur rouge. Eh bien, on peut les voir encore aujourd'hui. Regardez bien. C'est ici que se trouvait autrefois le foyer des sourds. À la mort de Graff, c'est un président entendant qui prend la relève et se charge de la gestion. Mais très vite, les associations entrent en conflit avec la direction. C'est la crise. Et tous se retirent. Le foyer essaie de faire face, mais rapidement la construction s'arrête. Les dettes s'accumulent et le foyer doit être mis en vente entre 1944 et 1945 environ. 30 ans plus tard, le local est racheté. Pour y faire quoi ? Un studio de musique. Au départ, c'était le lieu de la langue des signes.
Et aujourd'hui, c'est devenu le temple du son. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Ce local était un lieu d'échange pour les sourds. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Y a-t-il ailleurs un endroit où la transmission peut se faire? Non. Évidemment, il y a Internet, il y a des conférences, des livres, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où les plus jeunes et les plus âgés peuvent échanger. C'est un véritable obstacle. Où peuvent-ils se rencontrer? Nulle part. Comment dépasser ce nulle part? La question est là. Alors il faut trouver des solutions. La transmission du patrimoine est particulièrement importante et il faut qu'elle puisse se faire. Nous n'avons connu jusqu'à présent aucun élève qui en soit sorti convenablement. Les enfants avec des familles de sourds depuis plusieurs générations donnaient la langue des signes à leurs petits camarades. Donc la situation également évolue. Transformation. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En 1911, Qu'est-ce qui est problématique dans cette transition? Avant, il n'y avait pas de cours de langue des signes. L'histoire des sourds n'est pas en train de disparaître grâce à Yann et les recherches qu'il fait, justement, il est en train de la mettre à jour. Et c'est génial parce que moi j'ai une formation d'historienne et j'ignorais totalement cette histoire, elle est complètement inconnue. Mon inquiétude, elle est au niveau des établissements spécialisés. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire des sourds. Lui, il est parti créer une école à Nancy. En partant de notre histoire, c'est à nous de produire des DVD, des BD, des films. C'est à nous de laisser des traces. Et c'est aussi à l'école de prendre ses responsabilités et d'intégrer notre histoire au programme. Je crois que ça se fait plus par conférence ou par le bouche à oreille. Et pas par l'écrit, parce que les sourds, en majorité, ne sont pas très à l'aise avec l'écrit, ni avec le français. Ça passe par la langue des signes. Est-ce que l'histoire des sourds et l'histoire de France sont dissociées? Non, la première fait bien sûr partie de la seconde. Il y a toujours dans l'histoire de France un certain nombre d'événements qui impactent celle des sourds. Ce sont deux histoires parallèles. Bien sûr qu'elle en fait partie. C'est une histoire spécifique, comme par exemple, il y a l'histoire des Juifs, l'histoire du nazisme. Elle fait partie de l'histoire de France et donc de l'histoire du monde. Si vous le souhaitez, contactez-moi, je vous aiderai à diffuser l'information. Tout seul, je ne peux pas le faire. Des archives, il y en a de toutes sortes. Il y a les archives nationales que je peux consulter à la bibliothèque François Mitterrand. Il y a les archives départementales, les archives du cadastre, les permis de construire, les archives que l'on peut trouver dans les associations. Il y a aussi, et non des moindres, les archives privées.
Comme par exemple celle de Michel Lamotte qui m'a proposé de les consulter et dont on m'a dit qu'elles étaient assez importantes. Je ne les ai jamais vues et je me demande ce qu'elles peuvent bien contenir. Je vais voir. En fait, ça fait quand même plusieurs années que je cherche comment transmettre. Alors bon, il y a des cours à la fac qui me permettaient de transmettre à des étudiants. Il y a des conférences, j'en ai fait quand même pas mal. Et du coup, je rêvais de transmettre ça à un centre, à un lieu qui aurait été dédié au bilinguisme, à la langue des signes, où les sourds auraient une place à part entière. Je n'ai pas trouvé, avant donc de rencontrer Yann Quentin. J'étais impressionné par son point de vue sur la position qu'il prenait sur l'histoire. C'est-à-dire, j'ai l'impression, et je crois, qu'il ne fait pas une histoire des sourds pour réparer le congrès de Milan. Il est fils de parents sourds, il n'a pas eu cette mutilation de l'oralisme qu'ont eu beaucoup de sourds, qui fait que leur propos sur l'histoire est une revanche, une réparation. Je trouve qu'il a un regard assez global et une volonté affichée de travail sérieux. Et j'ai eu un coup de cœur. Depuis, on va dire, une quarantaine d'années, et même avant, avec des 16 mm, du 8 mm, on trouve des films qui sont la parole des sourds. Ces cassettes et cette parole nous montrent ce que disaient les sourds. Et ce que les sourds avaient comme revendication. Et je trouve qu'il n'y a pas assez, voire pratiquement pas, de chercheurs qui ont le temps peut-être, mais la volonté sûrement aussi, de faire traduire ce discours des sourds pour le mettre comme citation et l'impliquer dans le développement des recherches actuelles. Connaître l'histoire, c'est tendre la flèche de l'arc vers l'arrière pour essayer de viser une cible de façon bien précise. Si on n'a pas de recul avec sa flèche, on n'a pas d'objectif. Et si on ne tient pas fermement sa flèche, c'est-à-dire une connaissance de l'histoire bien maîtrisée, la flèche peut partir dans tous les sens et ne pas atteindre l'objectif.